Salut tout le monde. Ce soir, on se réveille aux aurores dans un village médiéval, bercé par l'odeur du foin humide, le vent frais qui souffle à travers les fissures des murs et le bruit bienvenu de quelqu'un qui crache du mucus en bas. Bienvenue dans nos mille et quelques peu importe lequel, car honnêtement, à tout moment de ce sombre millénaire, vos chances de survivre ne serait-ce qu'une seule journée sont quasiment nulles. Vous n'avez ni vaccin, ni électricité, ni Wi-Fi. Et oui, cet étrange bosse sur votre cou pourrait être un signe de la peste. Tu n'y survivrais probablement pas. Mais ce n'est pas grave, c'est juste une histoire pour s'endormir. Alors avant de vous installer, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et commentez ci-dessous pour indiquer d'où vous écoutez la vidéo et à quelle heure. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour ce doux bruit de fond, et embarquons ensemble pour le voyage de ce soir. La journée commence avant le lever du soleil. Littéralement. Vous entendez au loin une cloche appelant à la messe du matin, même si vous n'avez aucune idée du latin, mieux vaut faire semblant de comprendre. En ouvrant les yeux, vous réalisez que vous êtes allongé sur un tas de paille humide, recouvert d'un épais tissu où les poules sont définitivement élus domicile. Le toit en bois craque au vent et, dehors, le bruit des poules qui se battent avec un cochon marque le début d'une nouvelle journée sans café. Ni pain. Ni dignité. Vous vous levez et sentez l'odeur. Un mélange de fumée de bois, de sueur fermentée et de quelque chose de mort dans le jardin. Votre voisin tousse à nouveau. Cette fois, avec un peu de sang. Il jure que c'est juste parce qu'il a mal avalé. Vous décidez d'y croire. Ou du moins de faire semblant, car vous ne voulez pas non plus dormir dans la grange avec les cadavres à deux mains. Les maisons ici sont faites de bois mal ajusté ou d'argile sèche, avec des fenêtres recouvertes de tissu. Le verre est un luxe réservé aux nobles. La lumière y pénètre faiblement, mais le froid y pénètre avec force. Il n'y a aucune isolation thermique. Et non, personne ne connaît le concept de « moitié ». Vous sortez de chez vous et vous vous retrouvez face à la réalité médiévale, de la boue jusqu'aux chevilles, des excréments jetés directement dans la rue, ce qui est une bonne chose, car vous avez oublié d'utiliser le seau pendant la nuit, et une file d'attente pour le prix commun. Le silence entre les gens n'est pas de la spiritualité, c'est un manque d'énergie. Travailler 14 heures par jour en échange de pain assis et d'une chance de ne pas mourir de la rougeole enlève une partie de l'envie de socialiser. Et voilà, le premier grand ennemi de votre époque. Ce n'est pas un dragon. C'est la peste bubonique. La maladie rôde dans les villages telle une ombre silencieuse. Elle arrive soudainement, accompagnée de fièvre, de gobillons enflés et d'une marche inévitable vers la mort. Le nom de « peste noire » viendra plus tard. Pour l'instant, ce n'est que cette horrible chose qui a tué la moitié du village de votre cousin. Historiquement parlant, la peste bubonique a dévasté l'Europe au XIVe siècle, mais des épidémies de moins d'ampleur s'étaient déjà produites auparavant. Les rats et leurs pousses en étaient les principaux vecteurs, même si les paysans pensaient que le problème résidait dans la mauvaise qualité de l'air. Cela a conduit à des mesures telles que le port de masques avec des fleurs sur le nez ou la fuite vers la campagne, ce qui n'a fait qu'accélérer la propagation de la maladie. Vous vous dirigez vers l'église. Pas nécessairement parfois, mais parce qu'elle est au cœur de tout, réunions, procès, mariages, funérailles, et parfois la seule source de soulagement émotionnel dans le chaos. Le prêtre n'a pas beaucoup de connaissances médicales, mais si vous toussez trop près de lui, il peut vous bénir avec de l'eau bénite et vous demander de saigner un peu littéralement. La médecine médiévale disait ceci, si quelque chose ne va pas chez vous, le problème doit venir de votre sang. Alors, prélevons scène un peu. Avec un couteau. Le plus effrayant, c'était une pratique courante, basée sur les 4 humeurs du corps. Sang, mucosité, bile jaune et bile noire. L'équilibre entre les deux était primordial. Les historiens débattent encore pour savoir si ce modèle a été interprété de manière pratique par des médecins populaires ou simplement reproduit à l'aveugle à partir de textes grecs et latins traduits à la hâte. Mais malgré tout, vous remerciez le prêtre et essayez d'avoir l'air en bonne santé. L'astuce consiste à faire comme si le foin n'était qu'un rhume. Sur le chemin du retour, vous croisez une vieille femme voûtée qui crache par terre. Elle vous fixe du regard et marmonne quelque chose dans un dialecte qui sonne comme un croisement entre un allemand ivre et un latin approximatif. Vous ne comprenez pas, mais vous lui faites signe. Mieux vaut ne pas énerver personne. D'autant plus que la prochaine personne accusée de sorcellerie pourrait bien être vous. Il suffit d'un regard déplacé, d'un bleu qui ne guérit pas, ou simplement d'une personne jalouse de votre nouvelle cape en laine, vous êtes dans le genre de société qui brûle les gens en public pour passer le temps. Et en parlant de public, soyez prudent lorsque vous éternuez. Il n'y a pas de santé après l'éternuement. La plupart des gens vous fixent du regard, attendant de voir si vous commencez à baver ou si vous tombez à plat ventre. Si ce n'est pas le cas, vous avez réussi le test. Pour l'instant. Le soleil se lève enfin dans le ciel,
doré, magnifique et complètement insignifiant, car vous êtes déjà épuisé. Et ce n'est que la première heure du jour. Vous êtes assis sur les marches de pierre de votre maison et regardez le village s'éveiller. Des enfants courent pieds nus, le forgeron commence à frapper le fer, et un groupe de femmes porte des bottes de paille sur la tête. Un cheval passe lentement, tirant une charrette transportant ce qui semble être un autre corps recouvert de tissu. La vie continue. Car au Moyen-Âge, survivre était déjà un exploit digne d'être célébré. Vous vous demandez encore comment vous avez survécu aux premières heures du matin quand quelqu'un vous tend un morceau de pain assez dur pour servir d'arme. Le petit déjeuner est arrivé, et il vous regarde avec mépris. Au Moyen-Âge, le premier repas de la journée était la journée ne se résume pas à des œufs brouillés, des pancakes américains ou un cappuccino au lait d'amande. Ici, on est content si le pain contient plus de blé que de sucre. Ce repas s'appelle prodium, et pour beaucoup, surtout les paysans, il n'existait même pas. Manger avant le travail était un luxe. La plupart se levaient, nettoyaient ce qu'ils pouvaient, priaient un peu et allaient directement au champ ou à la basse-cour. Ce n'est qu'en milieu de matinée, s'il restait quelque chose du dîner de la veille, qu'ils mangeaient du pain avec un oignon. Ou un bol de porridge d'orge, si c'était un jour particulièrement béni par les saints et sans dans le garde-manger. Vous regardez votre portion et réalisez, pas de beurre. Pas de fromage. Pas d'eau propre. La boisson du petit déjeuner est une bière légère et trouble, fabriquée avec les restes de la dernière récolte. Tout le monde en boit, y compris les enfants. Ce n'est pas un caprice, l'eau est en fait un élixir de maladie. La faire bouillir? Seulement si vous avez le temps, du bois de chauffage et l'habitude de vouloir vivre jusqu'à 40 ans. Tandis que vous mâchez lentement le pain qui semble avoir été laissé dans un placard depuis la dernière croisade, vous remarquez les conversations autour de vous ou plutôt, leur absence. Parler tout le matin n'est pas courant. La plupart des gens voient le lever du soleil comme un rappel qu'une nouvelle journée difficile a commencé, plutôt que comme une occasion de plaisanter ou de parler de la météo. L'introspection est presque culturelle. Et peut-être aussi parce que chacun économise son énergie. Littéralement. On voit une dame tremper son pain dans une tasse de bouillon chaud. Il s'agit en fait d'eau additionnée d'ail. On y ajoute parfois un morceau de charcuterie, plus par souci de moralité que de goût. Ce bouillon est appelé soupe du pauvre et sert aussi de déjeuner. Manger 2 fois par jour est la norme, et 3 fois. Enfin, seulement si vous êtes un noble ou si vous êtes sur le point de mourir de la grippe. Et maintenant, préparez-vous à la cerise sur le gâteau, la nourriture est partagée. Avec tout le monde. Il n'y a pas d'assiette. Il y a un bol central, où chacun trempe son pain, ou la cuillère en bois commune. En temps de pandémie, ce concept nous donne la chair de poule, mais au Moyen-Âge, c'était un mode de vie. Après tout, partager la nourriture était un signe d'unité. Et, involontairement, c'était aussi un excellent moyen de propager les maladies intestinales. Au fait, voici un fait curieux, la plupart des paysans n'avaient pas accès au sel en abondance. Et sans sel, conserver la viande était presque impossible. Du coup, la plupart de leur alimentation était végétarienne. De force. Racines, choux, céréales, pain, encore du pain, et une plante que le moine disait comestible, mais qui ne semble pas l'être. Historiquement, on sait que le régime paysan était pauvre en protéines, mais riche en fibres. Ceci expliquerait l'état des maisons, forte odeur et besoin fréquent d'aller aux toilettes. Mais vous ne trouverez pas de toilettes. Parce qu'il n'y en a pas. Revenons au pain, on croque dans un morceau de plus et on manque presque d'en perdre une dent. Oui, c'est courant. La farine était moulue avec des tiers, ce qui laissait des fragments microscopiques dans le produit final. Au fil des ans, cela a abîmé les dents de presque tout le monde. Se brosser les dents? Seulement avec un branche d'arbre. Dentifrice? Mieux vaut ne pas poser la question. Certains utilisaient du sel. D'autres du charbon. Mais la plupart acceptaient simplement la gingivite comme faisant partie du quotidien. Vous finissez de manger et vous essuyez la bouche avec la manche de votre tunique. Il n'y a pas de serviette. Et même s'il y en avait, personne ne gaspillerait un chiffon propre pour cela. Les chiffons étaient lavés plusieurs fois par mois, généralement dans la rivière, avec des cendres et beaucoup d'espoir. Les vêtements que vous portez maintenant, d'ailleurs, ont dû appartenir à quelqu'un d'autre. Et peut-être les avez-vous encore en mémoire, car leur odeur n'est certainement pas la vôtre. Les historiens dilatent encore pour savoir si le jeûne matinal était toujours religieux ou s'il s'agissait, dans bien des cas, d'une simple nécessité économique déguisée en spiritualité. Après tout, l'Église exerçait un pouvoir considérable sur la vie quotidienne, et de nombreuses règles régissaient ce que l'on mangeait, quand et comment. Pendant le carême, par exemple, pas de viande. Que du poisson. Et même alors, que se passerait si l'on n'avait pas accès au poisson? C'est votre problème. Dieu veille.
Vous remarquez que même votre façon de vous asseoir pour manger est différente. Fini les chaises avec dossier. Les bancs sont simples, et beaucoup de gens mangent debout, adossés à des clôtures ou des murs. Manger est une tâche rapide, presque fonctionnelle. Et absolument rien n'est accompagné d'une serviette ou d'un set de table décoré. Pas même une assiette, souvent. C'est fait à la main. Une pratique que, curieusement, on commence à trouver pratique. Ou du moins inévitable. Dehors, le son des cloches résonne à nouveau. Le jour commence vraiment. Les nodes doivent être en train de prendre leur petit déjeuner, composé de fruits secs, de vin et de pain d'épices. Mais vous vous dirigez droit vers les champs, l'estomac à moitié convaincu qu'il s'agit bien d'un repas. Et si vous pensez que les prochaines heures vont être plus calmes? Eh bien, c'est parce que vous n'avez pas encore vu les récoltes. À peine aviez-vous eu le temps de digérer le pain qui ressemblait davantage à une tuile d'argile que vous avez entendu l'appel des champs. C'était à son bas et rythmé qui semblait résonner jusqu'au cœur du village, le battement des cloches, des sabots, des houes et une routine qui ne vous laissait aucun répit, même dans vos rêves. Et vous voilà, officiellement promu paysan médiéval. Félicitations. Votre salaire, c'est la faim, le mal de dos et des impôts qui feraient paraître compatissant même les autorités fiscales. Vous marchez dans les champs avec un groupe d'ouvriers. Le sol est humide, et chaque pas soulève la boue de la route, comme si le monde essayait de vous engloutir. Vous portez une houe en bois enfoncée de fer, et avant même de pouvoir demander quoi faire, vous creusez. Plantez, récoltez, désherbez, recommencez. Tout cela avant que le soleil n'atteigne le zénith. Le travail est rude. Pas de tracteur, pas de gants, pas de playlist motivante dans les écouteurs. Juste vous, la terre dure et la sensation constante qu'une hernie est sur le point de se former. Vos doigts forment des callosités avant midi, et votre corps se plaint comme un oncle malade. Un homme de 83 ans qui est tombé dans les escaliers. Été comme hiver, si on ne travaille pas, on ne mange pas. Et même travailler et manger, c'est toujours une loterie. Car une partie de la production ne vous appartient pas. Elle appartient au seigneur féodal. Une autre partie appartient à l'Église. Une autre partie appartient au roi. Et une autre encore appartient à un impôt sur l'impôt qui collecte un impôt. Au final, vous vous retrouvez avec un panier de navets et la bénédiction d'un prêtre qui vous doit aussi du pain. La structure sociale est claire comme de l'eau de roche, le seigneur du manoir vit en haut du château, et vous vivez à même le sol, dans la boue, avec les poules. Il vous protège, dit-on. Mais en réalité, il vous offre un ensemble de règles, d'exigences et de rares apparitions à cheval, juste pour vous rappeler votre existence. Oh, et si par hasard vous êtes surpris à récolter du grain en dehors de la saison autorisée? Des coups de fouet. Juste, selon lui. Brutal, selon votre corps. Mais imaginons que vous excelliez. Travaillez dur, gardez la tête basse et ne mourrez pas de la variole. Vous pourriez peut-être gagner le droit de cultiver un pas de terre. Un petit, certes. Et toujours sujet à confiscation si le fils du seigneur décide que la terre offre une belle vue sur le coucher de soleil. Historiquement, le travail agricole au Moyen Âge était intensif et de très faible productivité. Des outils rudimentaires, une rotation des cultures limitée et une dépendance brutale aux intempéries rendaient tout instable. Un été sec ou un gel tardif pouvait entraîner une famine généralisée. Et vous? Vous êtes toujours là, accroupi, à arracher les mauvaises herbes à la main, car on n'a pas encore inventé le concept de gants de jardinage. Vous regardez sur le côté et voyez une femme qui travaille avec son bébé attaché sur son dos. Elle chante doucement, une chanson qui ressemble davantage à un appel à la survie. Là, tout le monde met la main à la pâte. Les enfants effraient les oiseaux avec des pots, les vieux ramassent des pierres, et les animaux font partie de l'équipe, les bives pour tirer, les chiens pour surveiller et les chats pour... Eh bien, pour avoir l'air occupé tout en regardant tout le monde travailler. Et plus qu'on parle de bétail, voici une curiosité étrange, il existait des professions spécialisées comme l'urinateur, celui qui était chargé de recueillir l'urine humaine et animale pour l'utiliser comme ammoniaque dans le nettoyage des tissus ou la fabrication du cuir. Et oui, on pouvait se lever tôt pour recueillir l'urine. Le Moyen-Âge avait ses propres moyens créatifs de traumatiser qui que ce soit. Le soleil se lève et vous êtes trompé. Pas seulement de sueur, mais d'une fatigue qui semble ancienne. Votre corps vous fait souffrir d'une manière qui défie la biologie. Et juste au moment où vous pensez pouvoir faire une pause, quelqu'un crie que le chariot est coincé. Vous allez aider, bien sûr. Si ce n'est pas gentillesse, c'est par peur d'avoir l'air paresseux. Et paresseux, ici, n'est qu'un surnom pour, bientôt remplacé par quelqu'un de plus désespéré. Les historiens débattent encore pour savoir si les paysans vivaient dans une oppression totale ou s'il existait un réseau communautaire de solidarité qui allégeait leur souffrance.
on trouve des traces de fêtes locales, de célébration des récoltes et même de petites libertés accordées par d'anciens seigneurs. Gentil. Mais soyons honnêtes, même le meilleur lundi médiéval est synonyme de maux de dos, d'ampoules aux pieds et du risque constant d'attraper une infection mortelle à cause d'une égratignure. La cloche sonne à nouveau. C'est l'heure d'une petite pause. Vous vous asseyez sous un arbre, l'ombre est due à la climatisation, et mangez un morceau de pain avec des oignons crus. De l'eau chaude de la gourde. Silence. Une abeille vous tourne autour. Vous n'avez même pas l'énergie de la faire fuir. Fermez les yeux une seconde et rêvez de climatisation, d'un matelas à ressort et d'un shake protéiné post-entraînement. Et puis il entend quelqu'un crier. Un garçon est tombé du cheval et s'est blessé au bras. Sa mère accourt, récite une prière et enveloppe la blessure dans un linge sale. L'emmener chez le médecin? Quel médecin? Le guérisseur du village est occupé à exorciser une chair qui tousse. Demain peut-être. Vous retournez au champ et essayez de ne pas trop réfléchir. Le jour est encore loin, et votre mission est maintenant d'arracher des navets jusqu'au coucher du soleil. Oui, les mêmes navets que vous mangerez ce soir. S'il en reste. S'il ne pleut pas. Si le seigneur féodal ne décide pas de les inviter tous à un petit festin avec du vin et du gibier pas assez cuit. Et même après tout ça, tu n'as toujours pas fini ta journée. Mais cette partie du voyage est terminée. Respirez profondément. Ou du moins, essayez. Vous pensiez que labourer la terre avec une colonne vertébrale cordée était le comble de la souffrance? Attendez de découvrir que vos croyances religieuses peuvent littéralement vous mettre en danger. Au Moyen-Âge, croire au mauvais Dieu revenait à déclarer la guerre à toute la communauté céleste. Et même si vous étiez pieux, vous deviez toujours tout faire de la bonne manière, c'est-à-dire de la manière que l'Église disait être juste à ce siècle précis, dans ce village précis, sous ce prêtre à l'air dracheux. Vous revenez des champs les mains sales, mais au lieu de vous reposer, la cloche de l'Église sonne la messe du soir. Oui, encore une fois. L'Église est la véritable maîtresse d'œuvre du Moyen-Âge. Elle commande, exige, guide, punit, et est aussi la seule source de lumière dans un monde sans électricité ni bibliothèque publique. Alors, allez-y. Pourquoi ne pas y aller? C'est dangereux. À l'intérieur de l'église, les embaumes l'encens, le vieux bois et la porte pas si adressive. Les murs sont couverts de fresques représentant des pêcheurs frits dans des chaudrons hissés à l'aide de crochets par des démons musclés et surexcités. Tout le monde écoute en silence, même si personne ne comprend vraiment le latin. Pas même le prêtre. Mais l'intonation est ce qui compte, n'est-ce pas? Maintenant, disons que vous êtes un peu plus curieux. Vous décidez, par exemple, de poser une question simple, mais pourquoi Dieu permettrait-il tant de famine et de peste? C'est tout. Fin de partie. Quelqu'un vous a entendu, quelqu'un vous a dénoncé, et maintenant vous êtes dans le collimateur de l'Inquisition. Et croyez-moi, ils ne sont pas réputés pour leur talent de diplomate. L'Inquisition, sous ses diverses formes, servait à maintenir la pensée collective dans un cadre très restreint. Tout ce qui s'écartait de la doctrine officielle était qualifié d'hérésie. Et l'hérésie était une affaire sérieuse. Ce n'était pas une simple réprimande. C'était un procès, une cellule obscure, quelques jours sans nourriture, et finalement. Eh bien, à doucher, si la situation s'envenimait. Historiquement, les procès pour hérésie comportaient des tests étranges, comme plonger la personne dans un lac. Si elle flottait, c'était une sorcière. Si elle coulait, elle était innocente. Félicitations, elle coulait. Mais elle mourait aussi. La justice médiévale, personne ne gagne, tout le monde perd. Vous quittez la messe le cœur battant. Et ce n'est pas seulement parce que le prêtre vous a regardé une demi-seconde de trop. C'est parce que tout le monde est, d'une manière ou d'une autre, sous surveillance. Les ragots se répandent comme une traînée de poudre. La femme qui a cueilli trop d'herbe? Une sorcière. Le vieil homme qui parle au chat? Un sorcier. Le gamin gaucher? Un sataniste, bien sûr. Et en parlant de sorcellerie, vous rencontrez en chemin une guérisseuse locale. Une dame à l'air rusée, aux mains calleuses et à la ceinture remplie de flacons étranges. Elle vous propose un onguent pour vos ampoules. Vous acceptez, mais vous êtes sur le qui-vive. Tout le village respecte et craint cette femme. Car oui, elle sait guérir. Mais si la récolte est mauvaise cette année, ils la blâmeront. Et vous aussi, pour lui avoir parlé. Le rapport à la foi est intense et parfois étouffant. On vénère les reliques des saints, on organise des croisades, et le moindre soupçon de déviation devient un procès. Oh, et en parlant de croisades, on entend des rumeurs selon lesquelles des jeunes hommes du village voisin sont enrôlés pour combattre en Orient. Car rien n'exprime mieux la vraie foi que de parcourir des milliers de kilomètres pour tuer quelqu'un qui croit différemment.
Il est intéressant de noter que l'idée de la foi individuelle telle que nous la connaissons aujourd'hui n'a jamais effleuré l'esprit. Le salut était collectif, communautaire et réglementé. L'Église n'était pas seulement une religion. C'était aussi une banque, un bureau de notaire, une école et un psychologue. Les historiens débattent encore pour savoir si le monde spirituel était davantage soutenu par une foi authentique ou par une pure institutionnalisée. Mais ce qui est certain, c'est que la remise en question du statu quo a échoué dans l'écrasante majorité des cas. Vous croisez un groupe d'enfants qui suivent un catéchisme, le prêtre tenant un bâton à la main. Il répète des phrases apprises par cœur, et l'ado a un œil au bord noir. Personne ne commente. Il est probablement tombé. Ou a péché avec une intensité enfantine. Et même parmi les dévots, des disputes éclatent. Au sein même de l'Église, les ordres religieux rivalisent d'influence. Dominica, franciscain, bénédictin, tous ont des conceptions légèrement différentes de la manière de souffrir au nom de Dieu. Certaines de ces disputes théologiques se terminent par des pages écrites. D'autres, par des effusions de sang. Vous rentrez chez vous et pensez à prier. Mais vous ne savez même pas par où commencer. Alors, vous vous agenouillez dans un coin et vous remerciez simplement de respirer encore. Même si l'air est chargé de fumée, de maladies et de doutes. Et puis, tandis que la lumière du soir disparaît derrière les collines, on réalise qu'ici, même penser peut être dangereux. Et si penser est déjà un péché, imaginez rêver. Vous avez à peine le temps de terminer votre prière improvisée que vous entendez un appel à l'extérieur. Un bourdonnement tendu, de longs murmures et des pas précipités dans la boue. Quelqu'un est malade. Encore un. Et bien sûr, le médecin du village a été appelé. Vous décidez d'y aller, car après tout, rien de tel qu'un peu de divertissement médical médiéval pour vous mettre en appétit, s'il vous en reste. Vous arrivez au domicile de la victime, un homme en sueur, les yeux écarquillés et le cou étrangement gonflé. Autour de lui, les gens font le signe de croix, mais personne ne s'approche. Le médecin entre, vêtu de sa robe sombre, d'un sac en cuir usé. D'une sangsue à la main. Il observe le patient, marmonne quelque chose à propos de déséquilibre d'humeur et commence immédiatement le traitement, une saignée. Oui, la saignée. Mais sans vanifrie. La saignée médiévale consistait à ouvrir une veine avec une lame et à laisser couler le sang pendant quelques minutes, sous prétexte que cela chasserait le mal. En réalité, le patient s'affaiblissait généralement. Parfois, il guérissait par pure chance, parfois il mourait peu après. Mais bon, au moins, il avait essayé, non? Et si le problème était plus interne? Forte fièvre, vomissement, délire? Ah, et puis, il y avait la combinaison, saignée, tisane à base de plantes douteuses, purge avec des laxatifs naturels, dans lesquels les plus extrêmes, application d'une pommade à base de crotte de chèvre, de mercure ou d'urine vierge, si on en trouvait. Oui, c'était une alchimie quasi désespérée avec des ingrédients tout droit sortis d'un cauchemar sanitaire. Pensez-vous que ce soit une exagération? Sachez que des documents de l'époque décrivent des recettes telles que l'onguent à la graisse de sanglier, ou vinaigré à la poudre de corail, utilisés pour traiter toutes sortes de maux, des furoncles aux possessions démoniaques. Et oui, les historiens se demandent encore si les médecins croyaient vraiment en ces méthodes ou s'ils ne faisaient que répéter d'anciennes traditions, faute d'alternatives. Le titre de « médecin » était également flexible. Nombre d'entre eux n'avaient aucune éducation formelle, et il n'était pas évident qu'ils sachent lire. D'autres étaient des moines autodidactes ayant accès à des textes grecs mal traduits. Et ceux qui étudiaient dans les universités médiévales apprenaient la médecine auprès d'Aristote, de Galien et d'Hippocrate. Le problème était que ces auteurs vivaient 1000 ans plus tôt et que leurs idées n'avaient jamais été testées en pratique. Diagnostic. Le médecin examinait la couleur de l'urine en tenant le récipient à la lumière. Traitement. Il s'agissait essentiellement d'une prière au scalpel. Vous revenez au village et croisez une vieille dame qui vend des herbes. Elle vous dit que la camomille soulage l'insomnie et qu'une tisane à base de racines de valériane éloigne les mauvais rêves. Cela semble inoffensif. Mais soyez prudents. Les herbes médicinales étaient à la frontière entre guérison et sorcellerie. Cela dépendait de qui le voyait, du moment où il le voyait et de l'humeur du prêtre ce jour-là. Même les traitements réellement efficaces risquaient d'être considérés comme l'œuvre du diable. Un paysan vous montre fièrement une amulette qu'il porte autour du cou, un morceau d'os gravé de sa bande. Il croit qu'elle prévient les maladies. Un autre affirme que dormir avec une grenouille séchée sous son oreiller guérit les maux de tête. Et aussi absurde que cela puisse paraître, ces pratiques ont souvent fait office de placebo. Où était ce qui restait quand tout le reste avait échoué? Et puis on assiste à une consultation plus spirituelle. Une femme est amenée chez le prêtre parce qu'elle rit trop. Et oui. Rire à des moments inattendus, se parler à elle-même, pleurer beaucoup, avoir de la fièvre sans raison, tous ces symptômes peuvent être le signe d'une possession démoniaque. Le traitement,
la confession, la flagellation ou l'exorcisme. Parfois les trois. Tu essaies de ne pas montrer ta surprise. Après tout, rire ici pourrait être dangereux. Maintenant, à propos de chirurgie, non, vous n'en voulez pas. Mais parfois, il n'y a pas le choix. Un guerrier blessé au combat, un fermier qui a perdu un doigt à cause d'une faux. Ils finissent entre les mains du barbier chirurgien. Oui, celui-là même qui coupe les cheveux. Il arrache aussi les dents, ouvre les furoncles, suture les plaies, s'il est audacieux, tente même les amputations. Pas d'anesthésie. Tout au plus, une bonne gorgée de vin et un chiffon à mordre. Le taux de survie? Disons qu'il était faible. Les instruments sont en métal, mais rarement propres. Un scalpel avec des traces d'une intervention chirurgicale antérieure. C'est courant. Une septicémie? Presque garantie. Et même si l'on survivait à l'incision, on était toujours confronté à des infections, une gangrène et des fièvres que personne ne saurait traiter. L'idée de se laver les mains avant de toucher un patient n'apparaîtra que bien des siècles plus tard. Vous retournez à votre chalet, essayant de ne pas trop penser à tout cela. Mais c'est difficile. Le voisin, qui allait bien hier, et maintenant pâle, et l'enfant d'Alexandra côté n'a pas arrêté de tousser de la journée. Vous réalisez que vivre ici, c'est comme être constamment à la roulette russe avec votre corps. Pour dormir, vous cherchez du réconfort. Vous préparez un mélange d'herbes séchées que le guérisseur vous a enseigné. Vous le prenez en silence. Peut-être que ça marche. Peut-être que c'est du poison. Qui sait? Au Moyen-Âge, la frontière entre guérison et punition est plus ténue que la paille de votre matelas. Et puis vous vous allongez, respirez profondément et espérez vous réveiller sans gonflement, sans délire et sans médecin brandissant des sangsues à votre chevet. Vous vous réveillez au milieu de la nuit avec le nez qui pique. La démangeaison se transforme en éternuement, l'éternuement en désespoir, et le désespoir en une pensée inéluctable, vous puez. Et ce n'est pas une odeur de jour chaud et humide, c'est une odeur persistante, profonde et médiévale. Et le plus fou? Tout le monde autour de vous pue aussi. Personne ne s'en soucie. En fait, personne ne le remarque. Bienvenue au Moyen-Âge, où l'hygiène personnelle était davantage une question de foi que de pratique. Se baigner? Seulement si vous avez de la chance, du temps, un accès à une rivière et aucune maladie visible. Car, étonnamment, beaucoup de gens pensaient que se laver trop souvent pouvait ouvrir les ports de l'âme et laisser entrer les maladies. C'est vrai, l'eau pourrait être perçue comme un risque. Comme si le savon avait le diable dans sa poche. Tu te lèves de ton lit de paille, tu tâtes 3 fois sur tes vêtements pour te débarrasser de tout ce qui y vit, et tu pars à la recherche d'une solution. Le seau d'eau du puits est là, un peu trouble. Tu te laves le visage, te frottes les mains et t'essuies les aisselles. Et voilà, un bain complet. C'est d'ailleurs plus hygiénique que ce que la plupart des gens font en une semaine. Si tu fais ça 2 fois par semaine, tu seras la Beyoncé de ton village. En ville, il existait même des bains publics ou des bains turcs, héritage de l'Empire romain où hommes et femmes, à des heures différentes, pouvaient se laver et se retrouver. Mais la peste est arrivée, et avec elle, la peur de l'eau partagée. Les bains ont été fermés. Non pas parce que quelqu'un a inventé la dermatologie préventive, mais parce que les gens pensaient qu'ils attiraient les niasses. Et les niasses, bien sûr, étaient les méchants invisibles avant l'invention du mot « bactérie ». Il est intéressant de noter que les nobles se baignaient plus souvent. Mais dans des bains privés, dans des baignoires en bois, remplis d'herbes aromatiques et de pétales de rose, et où les serviteurs se frottaient avec des chiffons d'eau. Presque comme dans un spa médiéval. Sauf que, bien sûr, les eaux usées coulaient toujours à l'air libre. L'odeur de la noblesse était donc un peu plus parfumée, mais loin d'être agréable. Vous rencontrez un villageois qui semble avoir développé un nouveau type de croûte sur sa peau. Il se vante de ne pas s'être douché depuis la dernière éclipse. Et il dit en n'avoir jamais été malade. C'est peut-être vrai. Ou peut-être reste juste une coïncidence malodorante. Le fait est que les odeurs corporelles étaient si courantes qu'elles sont devenues un critère de statut. Se parfumer? Seule l'élite. Les autres vivent dans l'odeur de la sueur, de la fumée, des animaux et du désespoir. Et en parlant de parfums, les plus riches utilisaient des huiles aromatiques, de l'encens et de petits sachets d'herbes qui pendaient autour du cou ou cousaient à leurs vêtements. Cela ne masquait pas l'odeur, mais lui donnait une nuance plus complexe. Et pas complexe, j'entends, le nom à la lavande. Les historiens débattent encore de l'existence d'un rituel de purification régulier chez les paysans ou de pratiques purement opportunistes, on ne se baignait qu'en cas de mariage, de décès ou lorsque la boue accumulée sur le corps prenait de l'ampleur. Les archives sont rares, mais on sait que l'hygiène, en tant que concept, était plus spirituel que physique. Tu t'es purifié par ton âme. Le corps attendra. Des dents?
On passe sa langue dessus et on y s'enloge, le bois et le doute existentiel. Les brosses à dents n'existent pas. Mais certaines personnes mâchent des branches de plantes ou utilisent des cendres pour se brosser les dents. Une simple haleine pouvait probablement guérir une plante. Vos vêtements, alors, sont une entité à part entière. Faits de laine épaisse ou de lin grossier, ils sont rarement lavés. Et lorsqu'ils le sont, le lavage applique de l'eau froide, de la cendre de bois et beaucoup de frottement. Pierre. Certaines personnes parfument leurs vêtements avec des feuilles de sauge ou de thym, mais encore une fois, cela ne fonctionne que si le niveau de saleté est inférieur au seuil tragique. Vous croisez un groupe qui lave du linge dans la rivière. Une femme frotte un chiffon contre un rocher avec une telle force qu'elle semble venger une trahison ancestrale. Les enfants sautent dans l'eau, non pas par plaisir, mais par obligation. Se laver dans la rivière est courant, mais seulement en été. En hiver, se baigner devient une légende urbaine. Et si vous êtes malade? L'hygiène prend alors une toute autre dimension. On lave parfois les malades avec du vinaigre, du vin ou, dans les cas les plus désespérés, de l'urine. Oui, de l'urine. Car rien de tel qu'un pot de biologie à verser pour guérir une infection au Moyen-Âge. Vous revenez au village, maintenant avec les pieds mouillés, les vêtements à moitié tachés de savon improvisé et une odeur de fumée de bois qui, honnêtement, est même agréable après ce que vous avez déjà ressenti ici. En chemin, il croise un chevalier. Armure étincelante, cape flottante, pose imposante. Mais approchez-vous. L'odeur est celle du fromage affiné, avec une pointe de moufette. Car l'armure était doublée d'un tissu épais rarement lavé. Et le corps en dessous? Un foyer de sueur, de frottement et de moisissure. Vous comprenez donc que vivre ici signifie accepter l'odeur comme faisant partie du paysage. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est un manque de savon, de compréhension microbiologique et de toute structure permettant de garder le corps propre plus d'une journée. Vous retournez dans votre coin de paille, vous vous allongez et, avant de vous endormir, vous essayez de vous souvenir de l'odeur de votre savon préféré dans le monde moderne. Mais elle commence déjà à s'estomper, engloutie par l'arôme médiéval de la sueur partagée. Bonne nuit. Et essayez de ne pas sentir l'oreiller. Vous vous réveillez et sentez quelque chose bouger dans votre cou. Ce n'est pas un rêve. C'est une puce, peut-être deux. Vous secouez de l'âge sale qui recouvre vos épaules et elle s'enfuit comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. Bienvenue dans votre nouvelle tenue officielle, un ensemble médiéval conçu exclusivement pour irriter votre peau, attirer les poux et retenir l'humidité dans des endroits que vous préférez taire. Premier constat, tout gratte. La tunique que tu portes est en laine grossière, rarement lavée et pleine de points durs, là où le tissu a été ratissé à maintes reprises, comme un patchwork en pleine prise existentielle. En dessous, rien. Littéralement rien. Des sous-vêtements? Ça n'existe pas pour les paysans. Juste une couche de tissu amène la peau et l'espoir que le frottement ne provoque pas de blessures permanentes d'ici la fin de la journée. Vous traversez le village en essayant de soigner votre col qui vous gratte, et vous remarquez que tout le monde autour de vous est exactement comme vous, mal à l'aise, mais résigné. Les vêtements ne sont pas faits pour le confort. Ils sont faits pour durer. Et, ironiquement, ils l'ont fait. Un seul vêtement pouvait se transmettre de génération en génération, comme un héritage, comme une malédiction textile, ou comme le signe que personne ici n'avait encore découvert le coton. À propos de coton, d'ailleurs, le coton était rare et cher. La laine et le lin étaient les matières dominantes, et leur tissage exigeait un effort considérable. Le lin, par exemple, provenait de la plante de lin, récoltée à la main, rouillée, séchée, filée et tissée. Un processus si chronophage que le tricot moderne semblait être un raccourci. Vous croisez une dame qui file la laine au ouet. Elle vous regarde d'un air las et compatissant et vous dit que votre tunique lui va bien. Vous la remerciez. Secrètement, vous vous demandez si cela signifie que la sueur tombe au bon endroit. Les couleurs de vos vêtements en disent long sur vous. Paysan? Nuances de brun, de gris et de beige sale. Couleurs vives? Uniquement si vous étiez noble ou très chanceux. Les teintures étaient chères et les pigments éclatants venaient de contrées lointaines. Le bleu, par exemple, nécessitait des plantes spécifiques. Le rouge, selon la saison, provenait d'insectes broyés. Et oui, porter la mauvaise couleur dans le mauvais village pouvait éveiller les soupçons. Après tout, pourquoi un simple fermier porterait une robe rougeâtre? De la sorcellerie, probablement. Ou du vol. Ou de la pure audace, ce qui était déjà un crime. Les historiens débattent encore de la question de savoir si les vêtements reflétaient un statut social ou s'ils remplissaient simplement une fonction essentielle. Mais les archives montrent que même les personnes les plus humbles prenaient soin de leur apparence lors d'occasions spéciales, mariages, fêtes religieuses, exécutions publiques, qui étaient, curieusement, des événements sociaux. Un voisin vous appelle pour vous aider à déplacer des bottes de foin.
Ce faisant, vous ressentez une démangeaison croissante au cuir chevelu. Des poux. Classique. L'infestation était constante, et le traitement consistait à vous raser la tête ou à la frotter avec un mélange de vinaigre et de cendre. Vous choisissez de l'ignorer pour l'instant. Qui compte, de toute façon? Imaginez maintenant que vous êtes une femme. Difficile de faire mieux en matière de vêtements. Jupe lourde, superposition de couches, voile couvrant les cheveux, pas de pudeur ou pour éviter le jugement. L'entretien était un travail en soi. Les femmes cousaient, lavaient, raccommodaient et réparaient à peu près tout ce qu'elles portaient et que les autres portaient. Une robe pouvait peser plus de 4,5 kg, surtout mouillée. Et sans machine à coudre, bien sûr. Il fallait une aiguille, du fil et des prières. Curiosité historique, on trouve des traces de sous-vêtements au Moyen-Âge, mais ils étaient rares et réservés aux riches. La braca, sorte de short en lin, était portée par certains hommes, notamment sous une armure. Mais pour le commun des mortels, la brise faisait partie intégrante de l'expérience. Littéralement. Vous regardez passer un jeune chevalier dans son armure étincelante. À l'extérieur, un pur glamour. À l'intérieur, un véritable faux en métal recouvert d'épaisses couches de tissu matelassé. On l'appelle un grand bison. Ce type a la voix d'un cochon rôti, marche comme s'il jouait à un jeu de société et respire comme un vieil homme asthmatique. Pourtant, c'est considéré comme un symbole de prestige. Car si vous pouvez vous permettre de vous habiller comme un meuble en fer ambulant, vous réussissez probablement bien dans la vie. À la fin de la journée, vous rentrez chez vous et essayez d'enlever votre tunique trempée de sueur. Le tissu grasse et refuse de bouger. La peau en dessous est rouge, cicatrisée et réclame de l'aloe vera, mais vous êtes encore loin de l'Amérique latine. Quelle est la meilleure alternative? Un chiffon humide et la patience d'un saint. Et pourtant, vous portez les mêmes vêtements le lendemain. Et le surlendemain. Et peut-être même la semaine suivante. Parce que la vie du tissu est une tâche fastidieuse, longue et coûteuse. Et parce que, honnêtement, personne ne le remarquera. Tout le monde est dans le même bateau. Vous vous allongez sur votre lit de paille, avec en tête une liste de poux, d'injures et de possibles réactions allergiques. Et avant de fermer les yeux, imaginez une seconde ce que ce serait de porter un t-shirt en coton léger, propre et parfumé. Mais c'est une histoire d'un autre siècle. Et pour l'instant, tout ce qu'il vous reste, c'est de la laine, des démangeaisons et un engagement ferme vers la survie médiévale élégante. Vous vous réveillez au milieu de la nuit, encore une fois. Pas à cause du froid, ni à cause des pluies cette fois, mais à cause d'une odeur. Une odeur qui défie toute explication moderne. C'est un mélange de vieille fumée, de bois brûlé, d'urine de cheval, de non fermenté, et d'une odeur sucrée, comme du miel avarié. Votre cerveau s'affole en essayant de cataloguer l'odeur. Mais soudain, vous vous souvenez, vous êtes au Moyen-Âge. Et oui, vous puez. Mais le monde aussi. Le Moyen-Âge était un festival constant d'odeurs. Vous sortez prendre l'air à mauvaise idée. Dehors, cet air pur est composé de fumée de cheminée à bois, de déjections animales, d'eaux usées ruisselant dans les caniveaux et de restes de poissons fumés suspendus à des cordes. Vous prenez une grande inspiration et sentez votre estomac se nouer. Et le pire, c'est que c'est une belle journée. En parcourant les ruelles du village, vous remarquez que les maisons n'ont pas de cheminée. La fumée des poêles à bois se répand dans les pièces, imprégnant vêtements, cheveux et murs. C'est pourquoi même l'odeur des gens ordinaires est enfumée. Une odeur de fumée triste mais persistante. Dans les rues, les ordures sont jetées directement par les fenêtres. Littéralement. L'eau coule. Crise avant de déverser des seaux de déchets, d'urine ou de restes de nourriture. On passe et on est presque pris d'une averse surprise, l'esquivant de quelques centimètres avec la grâce de quelqu'un qui a vite appris. C'est une coutume bien ancrée. Il n'y a pas de ramassage des ordures. Il n'y a même pas de service public au sens où vous l'entendez. Le sol lui-même est la poubelle. Et les cochons en liberté dans le village? Ce sont les balayeurs de rue. Les rats, les inspecteurs. Tout le monde collabore à l'entretien de l'insalubrité. Vous approchez d'une taverne. L'odeur s'améliore. Un peu. À l'intérieur, on trouve de la viande rôtie, du pain frais et de la bière chaude. Le problème, c'est que la chaleur et le manque de ventilation collent à votre corps. En sortant, vous devenez à gourde ambulante de fumée, de graisse et d'orge. Mais vous savez ce qui est fou? C'est désirable. Sentir la nourriture était signe d'abondance. Vous voyez une jeune femme passer et vous vous demandez si elle porte du parfum. Mais en vous rapprochant, vous réalisez qu'il s'agit simplement d'un sachet de lavande cousue dans sa robe. Les femmes de l'élite cousaient des herbes dans l'ourlet de leurs vêtements précisément pour dissimuler leur environnement. Les paysannes faisaient de même avec des bras de menthe ou de sauge cueillis dans leur jardin.
Une méthode médiévale des éclaboussures corporelles. Et plus qu'on en parle, répulsif. Un sujet délicat. Avec les moustiques, les poux et les tigres vivant en harmonie forcée avec l'humanité, la solution était d'improviser. Certains se frottaient la peau avec de l'ail. D'autres avec de la cendre. Et les plus audacieux, ils utilisaient des excréments d'animaux ou les excréments de crocodiles, apportés d'Égypte, étaient considérés comme exotiques et efficaces. Vous souvenez-vous de la crème solaire à base de crottes de crocodile? Ces gens étaient donc créatifs et persévérants. Au fait, voici un fait plutôt peu appétissant, des historiens ont découvert des traces de pâtes nettoyantes à base de graisse animale, de cendres et d'herbes pour purifier le corps et chasser les mauvaises odeurs. L'une des recettes comprenait du vinaigre, du fumier séché et de la résine d'arbre. Le débat académique porte sur la question de savoir si ces pâtes étaient réellement appliquées sur la peau ou utilisées uniquement lors de rituels de purification symbolique. Quoi qu'il en soit, personne n'en est ressorti avec une bonne odeur. En milieu urbain, l'odeur était encore plus agressive. Les tanneries, par exemple, où l'on préparait les peaux d'animaux, utilisaient l'urine et les excréments pour assouplir le cuir. Ces lieux étaient stratégiquement situés en périphérie des villes, non par compassion, mais parce que même les nobles ne supportaient pas l'odeur. Y travailler était presque une condamnation à vivre seul pour toujours. Et la salle de bain? Oh oui. Avec un peu de chance, vous trouverez des latrines communes. Un trou entouré de planches de bois, avec des mouches qui semblent avoir leur propre plan de domination. Le plus courant, cependant, est le seau à la maison. Une fois plein, quelqu'un le jette dans la rue, de préférence loin de chez lui. Idéalement. Vous rentrez chez vous et passez devant une écurie aux chevaux, pour les chèvres partagent l'espace avec du foin humide et d'autres excréments. Des enfants jouent à proximité, leur odorat déjà parfaitement adapté. Et vous? Eh bien, votre nez peine encore à comprendre pourquoi vous avez l'impression d'être dans une soupe vivante. En fin d'après-midi, un marchand arrive au village avec des épices, cannelle, clous de girofle, noix de muscade. Très cher, bien sûr. Une poignée coûte plus qu'un mois de travail. Mais l'odeur à elle seule semble apaiser une partie de la souffrance nasale. On s'approche, on une l'arôme d'un morceau de cannelle comme de l'oxygène pur. Il rit et dit que, dans les grandes villes, certains brûlent. Mettez des clous de girofle dans la pièce pour éloigner les mauvais esprits. Vous soupçonnez que l'esprit, dans ce cas, est l'odeur de la maison elle-même. Le soleil se couche et vous retournez dans votre coin, désormais envahi d'une fumée plus épaisse, un mélange de feu de cheminée et de poussière. Vos vêtements ont tout absorbé. Votre peau aussi. Et vous ressentez une étrange sensation, vous commencez à vous y habituer. Votre odorat commence à atténuer les détails. Votre tête ne réagit plus à l'écoutant de dégoût. Vous vous adaptez. C'est peut-être une bonne chose. Ou peut-être que ça veut dire que c'est officiellement trop médiéval. Vous vous allongez, enveloppé de votre propre parfum du mauvais siècle, et vous pensez, au fond, le Moyen-Âge ne sent pas le mal. Il n'avait juste pas encore de savon. Et honnêtement, si vous deviez aller chercher de l'eau au puits tous les jours, vous reconsidéreriez aussi l'idée de prendre un bain. Bonne nuit. Et essayez de ne pas trop respirer. Vous vous réveillez au son des cris. Mais rassurez-vous, ce n'est pas la guerre, encore. Ce sont juste deux chats qui se battent sur un toit de chaume. Les chats, d'ailleurs, ont une fonction sacrée ici, attraper les rats, tenir la peste à distance, ironiquement, ils échouent souvent dans cette mission, et créer un chaos nocturne gratuit. Le village est en émoi avant même le lever du soleil, et vous vous extirpez du lit, ou plutôt, du tas de paille compactée que vous avez osé appeler lit hier. Aujourd'hui, vous allez visiter un lieu unique, le château. Oui, celui des contes. De autour, des drapeaux flottant au vent, des chevaliers en armure et des jeunes filles cousant à la fenêtre. Mais avant de vous enthousiasmer, un avertissement, la vie dans un château médiéval tient moins du conte de fées que d'une émission de télé-réalité de survie. Vous vous approchez de l'imposante structure, aux murs épais, entourée de douves, pleine d'eau stagnante et de grenouilles obèses, et d'un pont-levis qui semble avoir besoin de WD-40 depuis environ 200 ans. Les gardes vous regardent avec suspicion, mais vous laissent entrer. Après tout, vous n'êtes qu'un paysan curieux qui ne semble pas représenter une menace. Et l'odeur le confirme. Dès que vous franchissez les portes, la réalité vous rattrape. L'odeur est pire que celle du village. Un mélange d'excréments de cheval, de viande en décomposition suspendue. Quelque chose d'indéfinissable, mais clairement médiéval. Le sol est en pierre inégale, recouvert de vieilles pailles utilisées pour absorber les accidents des humains et des animaux. Oui, des chevaux errent dans le château. Et oui, ils font ce qu'ils ont à faire. Et non, personne ne nettoie tout immédiatement. Vous traversez les couloirs sombres. La lumière naturelle pénètre à peine par les fissures,
et les torches n'y contribuent guère. La fumée du bois brûlé s'accroche aux murs, aux tapisseries et à vous. L'air est lourd. L'humidité monte sur les tiers, rendant tout un peu glissant, un peu mélancolique. Dans la grande salle, la noblesse se réveille peu à peu. Les seigneurs et les dames dorment dans des lits à baldaquin, entourés d'épais rideaux qui non seulement assurent leur intimité, mais préservent aussi la chaleur. Le problème? Ces rideaux protègent également des puces et de toutes sortes d'autres petits cauchemars biologiques. Même les plus riches ne peuvent échapper aux horreurs de la faune corporelle. Vous assistez à la mise en place d'un banquet. La table est dressée avec des plats en état qui, en réaction avec le vinaigre, donnent aux aliments à goût de vieilles pièces de monnaie. Les plats sont gras, lourds et trop assaisonnés, non pas raffinement, mais pour masquer une cuisson excessive. Viande de sanglier, gibier à plumes, pâté fait avec tout ce qui marche, vol ou rentre. Tandis qu'il regarde le châtelain siroter son vin, coupé d'eau pour ne pas paraître ivre avant midi, un domestique entre avec une bassine. C'est l'heure de l'hygiène. Il s'humidifie le bout des doigts, se frotte les yeux et voilà, il est baigné. Un peu de parfum derrière l'oreille, et il se sent déjà comme un Apollon féodal. On vous fait visiter les pièces intérieures. La salle de couture des dames est fraîche, malgré la cheminée. Assises sur des bancs durs, les femmes cousent, les doigts rouges de froid. Elles discutent à voix basse, échangeant des ragots sur la fille du forgeron et le nouvel écuyer qui semble trop audacieux pour sa position. Mais tout n'est pas ennuyeux et froid. L'intrigue est palpable. Un serviteur parle trop près de la mauvaise porte et disparaît soudainement. Un verre de vin est renversé et le coupable reçoit une gifle publique. Le château vit des apparences, et le maintien de l'ordre prime sur la justice. Les historiens se demandent encore si les seigneurs féodaux exerçaient réellement un contrôle absolu ou s'ils étaient, en pratique, les otages de leur propre réseau de faveurs et de chantage interne. La nuit, on vous invite à dormir dans l'une des antichambres. Cela semble un honneur, mais vous découvrez bientôt que la paillasse est infestée de vie. Le froid s'infiltre à travers les murs épais comme une lame, et les bruits. Oh, les bruits. Des chevaux qui hennissent en bas, des chaînes qui craquent au vent, des pas qui résonnent dans les couloirs sombres, et toujours, le son inquiétant d'une toux. Et le pire? Le château peut être attaqué à tout moment. La guerre entre seigneurs voisins est constante. Il suffit d'un mariage non résolu ou d'une vieille dette pour que le siège se transforme en véritable siège. Alors, même ici, entouré de pierres, d'armoiries et de serviteurs, le sommeil n'est pas paisible. Il est léger, vigilant. Parce qu'on ne sait jamais quand le pont sera levé ou quand les flèches commenceront à voler. Vous fermez les yeux, essayant d'imaginer le château comme un symbole de protection et de pouvoir. Mais vous ne ressentez qu'une humidité dans le dos et le léger craquement de quelque chose qui ronde sous le matelas. Au Moyen-Âge, même vivre dans un château était un risque. Le jour se lève dans un bruit mêlant le tonnerre lointain, les grognements et les ronflements de quelqu'un qui dort de l'autre côté du mur de pierre. Vous vous étirez péniblement et entendez votre corps craquer comme un morceau de parassis. Dans le couloir, un garçon passe en courant. Il ne joue pas. Il va travailler. Car au Moyen-Âge, l'enfance est un concept réservé aux manuels d'histoire moderne. Ici, deux options s'offrent à vous, aider aux tâches ménagères ou gêner les autres jusqu'à ce qu'on vous aille au secours avec une correction médiévale, comprenez, coup de canne, gifle ou une réprimande qui inclut probablement des références à l'enfer. Vous suivez le garçon dehors et le voyez rejoindre un groupe d'enfants. L'un porte des seaux, un autre balaie le sol, deux plus jeunes et frais des poules avec des bâtons. Ils sont tous sales, portant des vêtements qui ont visiblement été portés par plusieurs frères et sœurs, cousins, et peut-être même le cochon de la maison. L'un d'eux a une plaie ouverte au genou. Sa mère dit que ce n'est qu'une coupure. Le problème, c'est que la plaie est gonflée, foncée et sent le dos d'un fromage resté hors du réfrigérateur pendant 6 lunes. Voilà la dure réalité, les enfants travaillent. Point final. Dès leur plus jeune âge. S'ils savent marcher, ils peuvent porter quelque chose. Et s'ils savent parler, ils peuvent être utiles. On n'a pas le temps de jouer avec des voitures en bois et des chevaux en tissu enfin, il y en a, mais ce sont de rares exceptions. La plupart du plaisir consiste à participer à la routine des adultes, moudre le gras, s'occuper des jeunes frères et sœurs, aider à la cuisine, tenir les animaux à l'écart du jardin. Vous regardez un garçon de cette entraire une chair avec plus de précision que vous ne pourriez manipuler une cafetière. Il est sérieux, concentré, et nourri que lorsque la chair libère un gaz qui semble provenir du plus profond de son âme. Humour médiéval. Les écoles existent, bien sûr. Mais pas pour tout le monde. La plupart des enfants de paysans n'y mettent jamais les pieds. Avec un peu de chance, ils apprennent les prières et les mots de base auprès du prêtre local. Les garçons issus de familles aisées peuvent avoir accès à un précepteur ou quelqu'un qui leur apprend à lire, à écrire en latin, bien sûr, et les bases des mathématiques.
Les filles sont généralement formées à tenir une maison, à filer la laine, à coudre, espérance, à ne pas être accusées de sorcellerie avant l'âge de 20 ans. Vous croisez une fillette d'une douzaine d'années qui lave des linges dans le ruisseau. Elle chante une chanson triste, de celle que seul le Moyen-Âge pouvait produire. Sa mère est à proximité, lui apprenant à identifier les feuilles qui aident aux menstruations, ce qui semble un détail anodin, jusqu'à ce que vous vous souveniez qu'il n'y a pas de serviettes hygiéniques, pas de médicaments, pas de confort alimentaire. Un vieux linge et beaucoup de chance. Et encore, si elle n'est pas encore mariée. Car à cette époque, les menstruations étaient un avertissement, cette fille peut maintenant être une épouse. Oui. 12 ans. Et elle ne fait pas exception. C'est la règle. En fait, parlant de survie, statistiquement, la moitié des enfants médiévaux mouraient avant l'âge de 5 ans. Infection, malnutrition, accidents domestiques, maladies respiratoires, épidémies de peste. La liste est longue. Une simple coupure pouvait s'affecter et se transformer en tétanos. Et en cas de fièvre, le traitement consistait en tisane et prière. Si cela ne fonctionnait pas, il ne restait plus qu'à accepter la volonté divine. Vous voyez un groupe de garçons essayant d'allumer un feu avec des pierres. L'un d'eux a les doigts brûlés. Un autre a une main bandée suite à un accident avec un couteau de cuisine. Un troisième boite déjà après être tombé d'un cheval miniature, un mouton rebelle. Tous ont l'air de petits adultes. Des enfants vieillis par le travail, la douleur et le manque d'alternatives. Les historiens débattent encore de la question de savoir s'il existait de véritables moments de loisirs dans la vie des enfants médiévaux. Certains évoquent de simples jeux avec des balles de chiffon, des poupées en bois, des courses et même de petites adaptations théâtrales de récits bibliques. D'autres pensent que le temps libre était quasi inexistant pour la plupart. Une enfance pleine de responsabilités, de discipline, parfois de peur. Vous croisez une famille qui célèbre le baptême de son nouveau-né. On y trouve un petit pain sucré, une bougie allumée et une prière. Le bébé a les joues rouges, respire bruyamment, et les parents savent qu'il ne survivra peut-être pas à l'hiver. Pourtant, ils chantent. L'espoir est la seule chose qui pousse ici sans récolte. Plus tard, vous vous asseyez avec une enfant curieuse qui vous demande à quoi ressemble le monde hors du village. Vous sauriez inventer une histoire de rivière de lait et de forêt qui parle. Ses yeux s'illuminent. Et à cet instant, l'enfance existe. Petite, brève, mais réelle. Faite d'imagination et d'un moment rare, sans fardeau sur les épaules. Vous retournez dans votre coin du château, pensant à tous les enfants que vous avez vus aujourd'hui. Certains dorment par terre, d'autres sur la paille à côté des animaux. Certains rêvent. D'autres n'ont même pas le temps. Et vous vous demandez à quoi aurait ressemblé votre enfance ici, mais si vous auriez vécu assez longtemps pour la raconter. Vous vous réveillez au chant du coq devant le château. Mais honnêtement, cela ressemble plutôt à une alarme sarcastique venue de l'univers vous annonçant « Félicitations, vous êtes encore en vie au Moyen-Âge ». Et pas seulement en vie, vous êtes à l'intérieur d'un château. Un bâtiment qui, de l'extérieur, est impressionnant. À l'intérieur, pas tant que ça. À moins que vous ne trouviez l'humidité, l'obscurité, le danger et l'infestation architecturalement charmant. Le premier choc est la température. Le froid. Un froid qui semble jaillir des tiresses même. Les châteaux n'ont pas de chauffage, bien sûr. La chaleur provient des cheminées et des corps blottis. Les fenêtres, petites et sans vitres, laissent passer le vent comme s'il était arrêté. Et les tapisseries au mur, plus décoratives qu'efficaces. C'est pourquoi tout le monde ici dort habillé jusqu'au cou et se réveille quand même en claquant des dents. Vous descendez les marches d'Autière, prudemment, car glisser et tomber est un chemin direct vers l'hôpital d'époque, à savoir le barbier au rasoir émoussé et la planche d'amputation. Les couloirs sont sombres, éclairés par quelques bougies coincées dans des bougeoirs tordus. Et les odeurs? Vous devriez y être habitué maintenant, mais on dirait que chaque recoin possède son propre écosystème olfactif. Dans la cuisine, c'est le chaos. Les domestiques se bousculent, jettent du bois dans le four, renversent du bouillon et crient des ordres. On rôtit un cochon entier, et une femme essaie de gratter le charbon de la soupe avec une cuillère, comme si c'était possible. Il y a des rats. Beaucoup. Mais ils sont traités comme des membres du personnel. Après tout, qui ne rêve pas d'une petite protéine surprise dans son pain? Vous passez devant une salle où des chevaliers boivent du vin léger et jouent au dé. L'un d'eux a le nez bleu et rit trop fort. Il a probablement misé son épée ou son armure. À la table voisine, on discute de stratégie de siège. Si les villageois résistent, on brûle d'abord les céréales, dit un homme aux cicatrices plus marquées que ses dents. Il rit. Vous aussi, vous faites semblant de trouver ça drôle. La sécurité est une règle constante ici. Au sommet de la tour, la vie est différente. Le seigneur féodal est assis sur un trône de bois couvert,
comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Son regard est lourd, sa barbe est hirsute et son regard est toujours soupçonneux. Faire fonctionner un château exige des alliances, des exigences et une dose quotidienne de paranoïa. Tout le monde veut prendre ce qui vous appartient, y compris vos propres enfants. Vous observez une noble femme coudre en silence. Elle est assise près de la fenêtre, profitant d'un mince filet de lumière naturelle. À chaque toit, son visage révèle un peu plus d'ennui. Il n'y a pas grand-chose à faire au château pour une noble femme. Coudre. Prier. Attendez. Et parfois, on vous propose de l'utiliser comme monnaie d'échange dans un mariage politique qui scelle des alliances avec d'autres familles aussi paranoïaques que la vôtre. Mais ne vous laissez pas berner par la tranquillité de la vie ici. Bien au contraire. Les complots sont constants. Un domestique empoisonne un vin. Un écuyer surprend ce qu'il ne devrait pas. Un mariage vit au massacre. Les châteaux sont des cocottes minutes. Pas de Netflix, pas d'écouteurs, pas d'intimité. Et les murs écoutent. Littéralement. Les domestiques se cachent dans des passages secrets pour tout entendre. Espionnage artisanal, version médiévale. Vous suivez un garde jusqu'au sommet du mur. De là-haut, la vue est époustouflante, des forêts à perte de vue, la rivière serpentant entre les collines, le village en contre-datel à modèle réduit de paille. Et puis le garde vous fait remarquer, là, vous voyez? La fumée. Il brûle des granges. Un groupe rival. Une attaque peut survenir à tout moment. Et quand elle survient, tout le monde se cache, s'arme, et le château se transforme en une prison de luxe. Les historiens débattent encore de la question de savoir si les châteaux offraient une sécurité efficace ou s'ils n'étaient que des symboles de pouvoir masquant une vulnérabilité structurelle. En réalité, vivre à l'intérieur d'un château équivalait à se promener avec une cible peinte sur le dos. Les envahisseurs voulaient vos actions, vos armes, vos femmes, votre argent. Et même sans guerre, le quotidien est cruel. Les maladies se propagent facilement dans les environnements clos. La nourriture pourrie, l'eau est contaminée, les domestiques complotent, et le maître lui-même pourrait décider que vous l'avez mal perçu. La justice? Cela dépend de l'humeur du jour. La nuit, la grande salle s'emplit de voix. Les bardes jouent d'instruments à cordes désaccordées, chantent des chansons sur des chevaliers et des princesses disparues, sans fin heureuse. La noblesse traque, les domestiques nettoient, et le sol est jonché d'os, de pain mâché et boissons renversées. Pas de serveur. Pas de chiffon. La pièce se transforme en un tapis de crasse glorieuse. Vous remontez jusqu'à votre chambre, passant devant une tapisserie représentant une bataille. Tous les soldats ont le même visage. Personne ne se souvenait probablement des vrais visages. Vous vous allongez sur le matelas dur, entouré d'épais rideaux, et entendez des pas. Quelqu'un marche dans le couloir, pressé. Peut-être qu'un complot se trame en ce moment. C'est peut-être juste quelqu'un qui a bu trop de vin. Vous fermez les yeux et pensez, vivre dans un château, c'est comme vivre dans un théâtre dont les coulisses ne s'arrêtent jamais. Ça paraît magnifique. Mais vous êtes entouré de glace, de secrets et de rats à foison. Et le plus ironique, c'est que là-bas, dans la boue, on dormirait peut-être mieux. Le soleil n'est pas encore tout à fait levé, mais l'odeur de la cuisine emplit déjà le château. Vous suivez l'odeur, guidé par l'espoir d'un petit déjeuner consistant et moins suspect que ce que vous avez vu ces derniers jours. Attention, spoiler, vous risquez d'être déçu. Car manger au Moyen-Âge n'est pas seulement une nécessité, c'est un défi logistique, spirituel et souvent intestinal. Vous entrez dans la cuisine avec les domestiques, où les chaudrons bouillonnent au-dessus des flammes et où la vapeur transforme la pièce en un simulateur de sauna médiéval à l'oignon. Le petit déjeuner est simple, s'il existe. La plupart des calories de la journée proviennent du déjeuner et du dîner, ou d'une collation en milieu de travail. On vous propose maintenant un bol de flocons d'avoine, du pain rassis et une chope de dia légère. Et oui, de la bière au petit déjeuner. Non pas parce que les gens sont bohèmes, mais parce que l'eau potier. Vous mordez dans votre pain avec précaution, essayant d'éviter une dent cassée. La farine mal tamisée, moulue sur des murs de pierre, porte de minuscules éclats qui, avec le temps, usent les dents. Et vous remarquez, personne ici n'a un sourire blanc et commercial. Les bouches médiévales sont à macauti de trous, de tachés, parfois, de dents tordues qui semblent appelées à aller dans latin. Le régime alimentaire de base de la plupart des gens se compose de pain, de porridge, de légumes bouillis, avec un peu de chance, de fromage affiné, ou simplement oublié. De la viande? Seulement les jours de fête. Ou si vous êtes noble. Ou, avec une certaine ironie, si un animal meurt de cause naturelle et que quelqu'un décide que, ce n'est pas grave, en période de pénurie, même des animaux quelque peu douteux sont au menu. Vous entendez un serviteur dire qu'aujourd'hui le maître va organiser un banquet. Raison? Personne ne sait. Peut-être une alliance.
Peut-être des excuses déguisées en agneau rôti. L'important, c'est qu'il y aura de la nourriture. Beaucoup de nourriture. Et probablement plus pour impressionner que pour nourrir. On vous demande d'aider en cuisine. Vous commencez par laver les racines. Ensuite, vous coupez des oignons. Beaucoup. Vos yeux brûlent comme si vous aviez confessé un péché grave. Bientôt, on vous demande d'aider à transporter un sanglier chassé la veille. L'odeur n'est pas idéale. Mais ce n'est pas grave. Il sera imprégné d'épices. Et c'est une constante, la nourriture de la noblesse est fortement assaisonnée, non pas pour le goût, mais pour masquer le goût originel, souvent déjà un peu rance. L'heure du banquet arrive. Dans la salle principale, de longues tables sont recouvertes de nappes brodées, qui ne seront lavées qu'à la prochaine éclipse. Chaises robustes, bougies allumées, quichets à vin et assiettes en bois ou en état, selon le statut, sont servis. Les premiers plats arrivent, tourte à la viande, légumes farcis, pas décoratifs, oiseaux aux plumes encore au bout des ailes pour la décoration. À mets exotiques apparaît le cygne. Et oui, un cygne rôti. Car rien n'exprime mieux la richesse qu'un oiseau élégant, totalement immangeable. Bien sûr, tu n'en manges rien. Ta place est au fond, à regarder. Mais même là, on te donne un os rongé et un morceau de pain trempé de graisse. Un cadeau. Un privilège. Un risque calculé de diarrhée. Il y a des règles à respecter pour manger. L'étiquette exige de déchirer le pain, de ne jamais le mordre directement. Manger avec 3 doigts, pas 5. Ne jamais se lécher les doigts. Utiliser son couteau avec la main droite. Avec la main gauche, c'est toujours considéré comme inconvenant, et ce n'est pas seulement par superstition. Tu te souviens qu'il n'y a pas de papier toilette? Alors. Et à ce propos, vous remarquez un noble quittant la salle, escorté jusqu'aux latrines du château, un trou vertical offrant une vue panoramique sur les douves. Là, une planche, un vent vif et une brindille, ou de la paille, ou un chiffon usagé. L'odeur monte fièrement. Et vous comprenez, malgré tout le luxe du repas, la fin de la file est toujours la même. Les historiens soulignent que, contrairement à la croyance populaire, la cuisine médiévale pouvait être variée et créative, mais c'était le privilège des riches. La plupart des gens mangeaient la même chose tous les jours, une soupe claire, du pain dur, du porridge. Pour changer de menu, il fallait un miracle ou une vache très généreuse. Ah, et il y avait des règles religieuses. Beaucoup. Le carême, l'Avent, le vendredi, des jours où la viande était interdite. Le poisson était l'alternative, mais ceux qui vivaient loin des côtes avaient souvent recours à des solutions créatives, les castors. Oui, les castors. L'Église les considérait comme des poissons. Parce qu'ils vivaient dans l'eau. Donc, techniquement, ils comptaient. Vous retournez à la cuisine, où les restes sont jetés dans un fossé. Posse, fruits pourris, pain écrasé, tripes. La fumée du feu mélange le tout en un parfum unique, essence d'abondance décadente. Les mouches sont reconnaissantes. À la fin de la journée, on reçoit un bol de bouillon clair avec des morceaux de navet. C'est chaud. Ça n'a aucun goût. Mais ça réchauffe l'estomac. Et au Moyen-Âge, c'était une chose dont on pouvait être reconnaissant. On se couche l'estomac bien rempli pour rêver. Peut-être de pizza. Peut-être de sushi. Peut-être simplement d'un repas qui ne s'accompagne pas de la phrase « je trouve ça encore bon ». Vous devriez être habitué à l'idée que le Moyen-Âge est inconfortable à tous points de vue. Mais vient ensuite le moment du divertissement. Enfin, une pause loin des tâches interminables, des affections, des odeurs douteuses. On s'excite même, jusqu'à ce qu'on découvre ce qui compte vraiment comme divertissement par ici. Le village est animé. Les gens se rassemblent au centre de la place avec une énergie qui évoque presque une fête. Rire, murmures, enfants qui sautent, vendeurs ambulants profitant de l'affluence pour proposer des pommes séchées, du pain sucré et un mystérieux liquide dans des bocaux en céramique. Vous demandez ce qui se passe et vous obtenez une réponse désinvolte, pendue aujourd'hui. Ah, bien sûr. Le cirque médiéval est arrivé. Vous vous tenez au milieu de la foule, hésitant encore entre le choc et la simple curiosité. Une estrade improvisée a été dressée avec des planches de bois. Au sommet, un homme est ligoté, l'air à mi-chemin entre la peur et la résignation. On raconte qu'il a volé un poulet. Ou qu'il a médit du seigneur féodal. Ou qu'il s'est moqué d'un moine. Les versions changent au gré des rumeurs, mais la fin est la même. L'exécution se déroule selon un rituel, le prêtre lit un psaume, la foule murmure des prières, le bourreau sans masque de cinéma, juste un type en sueur avec une expression fatiguée où tire la corde. Et voilà. Cris. Hurlements. Applaudissements.
Certains emmènent leurs jeunes enfants voir le spectacle, comme s'ils les emmenaient à un spectacle de marionnettes. Une dame vend même des amulettes qui prétendent absorber le dernier souffle du condamné. Oui, du médiéval avec une touche de capitalisme mystique. Vous reculez un peu, le cœur lourd. Mais vous remarquez que personne d'autre ne semble s'en préoccuper. Au contraire, ils sont excités. L'événement de la journée a brisé la routine. L'ennui a été surmonté par un bref instant de spectacle humain. Ensuite, d'autres divertissements apparaissent. Des musiciens arrivent avec des instruments à cordes et des flûtes. Ils commencent à jouer des ballades relatant des batailles passées, des héros tuant des dragons, qui étaient peut-être des lézards dans les histoires, et des jeunes filles ayant attendu 30 ans où un amour est morte de la lèpre. Le public s'enthousiasme. Les enfants dansent. Quelqu'un lâche un cochon au milieu du cercle, qui devient l'attraction principale de la soirée pendant 10 minutes. Puis les acrobates arrivent. Un groupe de jeunes en costume coloré se met à faire des pirouettes, à balancer des objets et à cracher du feu avec un liquide inflammable qui sent le désespoir et le vinaigre. La foule applaudit. Vous aussi, jusqu'à ce que le feu atteigne presque une tente en tissu. La réaction du public? Rire. Si ça prend feu, c'est encore plus amusant. Mais tous les divertissements ne sont pas aussi vivants. Parfois, le spectacle se transforme en procès public. Des personnes sont mises au pilori, attachées par le cou et les bras sur une place publique. Tandis que les autres se moquent, jettent les restes de nourriture ou regardent simplement avec ce regard satisfait de quelqu'un qui est reconnaissant de ne pas être celui qui est puni cette fois-ci. Vous êtes témoin d'un de ces procès. Une femme est accusée de... Eh bien, ce n'est pas clair. Ce que l'on sait, c'est qu'elle est veuve, qu'elle a un chat noir et qu'on l'a vu se promener seul la nuit. 3 signes de sorcellerie, apparemment. Le juge, comprenez, le seigneur local pour passion, décrète une nuit au pilori à bas de honte, ce qui signifie être jeté dans l'eau glacée, les mariés. Si vous flottez, vous êtes une sorcière. Si vous coulez, vous êtes innocente. À jour sans gagnant. Les historiens débattent encore de la question de savoir si ces événements servaient à contrôler la société ou s'ils constituaient, en réalité, un exutoire pour une population opprimée. Ce qui est certain, c'est que les divertissements médiévaux n'étaient pas passifs. Ils impliquaient des cris, de la sueur, celle des autres et une exposition corporelle involontaire inquiétante. Les jours plus calmes, les loisirs prenaient des formes plus légères, racontaient des histoires autour du feu de camp, chantaient des chansons populaires et jouaient au dé dont les règles changeaient à chaque tour. Certains jouaient à une version rudimentaire du football, envoyant des coups de pied dans une vessie de porc gonflée entre 2 points du village, sans équipe définie et pratiquement sans règles. Celui qui cassait le moins d'os gagnait. Vous rejoignez un groupe de paysans jouant à une version primitive du jeu, qui peut manger le plus de pas sans vomir. Pas de prix à gagner, juste une réputation. Et une petite indigestion. En l'absence d'Oliva, de film ou de TikTok, le plaisir ici est fait d'improvisation, d'exagération et d'un rapport très étroit au danger. Le rire est facile, mais il est aussi nerveux. Car chacun sait qu'à un moment donné, ce pourrait être vous sur scène. À la fin de la nuit, la place s'emplissant de fatigue, vous vous asseyez dans un coin et regardez les flammes du feu de joie centrale s'éteindre. On entend encore le bruit d'une courant, l'odeur de poudre du cracheur de feu et les rires des enfants jouant avec des pierres et des brindilles. Vous réalisez qu'ici, le divertissement n'est pas seulement un passe-temps. C'est une survie émotionnelle. C'est la rupture nécessaire entre un travail brutal et une mort imminente. Et même si cela peut paraître étrange à vos yeux modernes, c'est ce qui fait avancer ces gens. Tu t'allonges et fermes les yeux avec une pensée inattendue, peut-être que demain tu joueras au dé avec les villageois. Mais ne parie pas ta seule botte. Vous vous réveillez au son d'un bruit différent de celui habituel. Ce ne sont ni les animaux, ni les cloches de l'église, ni le frottement des sabots sur le sol en pierre. C'est une flûte. Une mélodie lente, ni mélancolique, ni optimiste. Vous suivez le son, passez devant la cuisine qui sent encore la viande de la veille, traversez la cour intérieure du château et trouvez un groupe rassemblé. Quelqu'un se marie aujourd'hui. Les mariages médiévaux sont complexes. Il ne s'agit pas tant de fleurs, de robes blanches et de playlists sentimentales. Ce sont avant tout des transactions. L'amour peut apparaître, mais il s'infiltre par la porte de derrière ainsi s'infiltre. Ce qui compte vraiment, ce sont les terres, les alliances politiques, la dot et qui peut offrir quoi à qui. La cérémonie que vous allez voir oppose un gentleman d'âge mûr à la fille d'un allié, qui devrait manifestement encore jouer avec des poupées de chiffon, et non être allié pour un contrat à vie avec quelqu'un qui a déjà perdu la moitié de ses dents. Vous regardez les servantes préparer la mariée. Elle est sérieuse. Peut-être nerveuse, peut-être engourdie par le poids de ce jour. Elle porte une robe déjà portée par d'autres membres de la famille ajustée ici, rapiécée là. On lui offre un collier en argent,
symbole du nouvel honneur qu'elle portera. Et inutile de lui demander si elle le veut. Ici, personne ne le demande. Pendant ce temps, le marié se prépare en souriant, comme s'il échangeait une vache contre une bonne affaire. Il serre la main du père de la mariée avec enthousiasme. L'affaire est conclue. Et vous réalisez, pour les hommes, le mariage est un contrat. Pour les femmes, c'est le destin. Lors de la cérémonie, tout le monde se rassemble devant l'église. Le prêtre parle en latin. Peu de gens comprennent, mais personne n'y prête attention. Les mots font partie intégrante de l'acte. L'important est qu'il y ait des témoins, que la dot soit versée et que les deux soient en vie assez longtemps pour dire « oui ». Ou quelque chose qui s'en rapproche. La célébration est rapide. Un échange de promesses, un morceau de pain partagé, un baiser qui ressemble plus à un protocole qu'à de la passion. Et voilà. Marié. On entend les invités commenter les détails, elle a l'air en bonne santé. Il a une belle récolte. J'espère qu'ils auront bientôt des enfants. L'amour? Juste un bonus. Les historiens débattent encore de l'ampleur des mariages d'amour parmi les paysans. Certains documents font état de couples choisissant leur partenaire, généralement à l'abri des regards de l'Église et des seigneurs féodaux. Mais en pratique, même parmi les pauvres, le mariage était un acte de survie. Qui possède un champ? Qui peut partager l'orge? Qui peut gérer l'hiver avec vous? La situation des veuves était encore pire. Si vous perdiez votre mari, vous pouviez être transmise à un autre membre de la famille. Après tout, personne ne gâche un utérus fertile. Les jeunes veuves étaient des atouts stratégiques. Et plus vous aviez d'enfants, plus votre travail était précieux. Vous observez les jeunes du village. Certains se regardent de loin. Ils échangent des sourires timides, évitant tout contact direct. La tension est omniprésente. Une relation hors des règles sociales pourrait vous coûter cher, punition publique, mariage forcé ou, dans les cas extrêmes, prison. Ou pire, si la famille était influente. Et si la jeune fille tombait enceinte sans être mariée? Ce fut le scandale du siècle. L'Église intervint. Le village murmura. Et, dans bien des cas, la faute en incombait entièrement à elle. Pas au garçon, bien sûr. Après tout, il était tenté. Classique. On entend l'histoire d'un couple de villageois qui s'est enfui pour se marier loin, en secret. Ils ont été retrouvés quelques jours plus tard et contraints de se confesser devant tout le monde. La punition? Payer une amende, jeûner pendant une semaine et nettoyer l'église à genoux. Certains diraient que c'était léger. D'autres ont dit que c'était une honte éternelle. Malgré tout cela, vous rencontrez un couple de personnes âgées souriant ensemble tandis qu'ils cueillent des herbes dans le champ. Ils marchent côte à côte, dans un silence confortable. Peut-être que l'amour naîtra. Même ici. Même avec tout. Mais c'est un amour qui naît plus tard. Après le devoir, après la peur, après la nécessité. Un amour qui n'est pas fleuri, il est résistant. Il pousse comme une mauvaise herbe parmi les rochers. À la fête qui suit le mariage, on danse. Les musiciens jouent des mélodies joyeuses. Du vin est distribué. Du pain, du fromage et même un morceau de viande sont servis. Les enfants courent entre les jambes des adultés. Pour la première fois depuis des jours, on voit des sourires sincères. Il est étrange de penser que ce moment festif a des racines aussi dures. Mais c'est la vie ici, la joie naît de la difficulté. La nuit tombe et les mariés sont conduits dans la chambre nuptiale, sans porte. Car oui, la consommation du mariage doit être célébrée en présence d'une personne de confiance. Une coutume étrange qui, heureusement, commence à tomber en désuétude, mais qui existe encore. Vous vous détournez, je n'ai rien qu'en l'apprenant. L'intimité, ici, est un luxe moderne. Vous retournez dans votre coin avec le son des flûtes qui s'estompent et l'odeur du vin bon marché dans l'air. Pensez au mariage que vous avez vu aujourd'hui et à ceux qui n'ont pas eu lieu. Les couples secrets. Les baisers volés derrière la gorge. L'amour qui résiste, même quand tout semble être fait pour l'empêcher. Et avant de vous endormir, vous êtes reconnaissant de ne pas faire partie d'une alliance entre familles ayant un nom et une terre. Mais vous savez aussi qu'ici, même la solitude est un risque. Vous vous réveillez avec un bourdonnement près de l'oreille et une nouvelle démangeaison à la jambe. Une autre piqûre de plus? Probablement. Mais aujourd'hui, curieusement, cela semble être le cadet de vos soucis. Le dernier jour de votre voyage médiéval est arrivé, et vous vous apprêtez à affronter le moment le plus sacré, le plus intime et le plus précaire de votre vie, l'heure du coucher. Vous avez enduré une nourriture douteuse, des punitions publiques, des mariages arrangés, des bals inexistants et même de la musique de flûte en mineur, mais le sommeil médiéval est peut-être le chapitre final le plus difficile. Car au Moyen-Âge, dormir ne se résume pas à s'allonger et à s'endormir.
Il s'agit de lutter pour le repos dans un monde où même vos rêves peuvent vous accuser d'hérésie. Vous vous installez dans le même coin où vous dormez, à tas de paille, recouvert d'un tissu épais et infesté de petites créatures que vous allez décider, pour votre bien, de ne plus identifier. La paille, lorsqu'elle est neuve, sent même bon. Mais ici, elle est devenue un mélange entre la moisissure, la sueur et la paix résignée. Autour de lui, d'autres s'allongent aussi. Certains par terre, d'autres sur des bancs ou adossés au mur. Pas d'oreiller, juste un tissu roulé ou un morceau de bois improvisé. Ceux qui dorment avec des animaux s'en sortent généralement mieux. La chaleur de leur corps les aide à supporter le froid de la nuit. Bien sûr, à condition de ne pas être gêné par une chair qui ronfle dans votre nuque. L'obscurité s'installe pour de bon. Plus d'électricité. Juste des torchers qu'on éteint vite fait pour économiser le pétrole, et la lueur lointaine de la lune qui filtre à travers les fissures. Le silence est presque absolu, jusqu'à ce que quelqu'un tousse, bouge ou pousse un léger gémissement de douleur. Tout le monde souffre d'une manière ou d'une autre. Mais tu ne dors toujours pas. Car dormir ici est vulnérable. C'est le moment où le corps s'arrête, mais la peur demeure. La peur des voleurs. Des incendies. Des soldats. Des fantômes. Oui, c'est vrai. Il existe une croyance répandue selon laquelle la nuit, des esprits s'approchent de vous. Et si vous dormez sans prier, ou dans une mauvaise position, vous risquez de vous réveiller. Possédé. Ou de ne pas vous réveiller du tout. Un problème grave. Vous vous souvenez d'avoir entendu une dame dire plutôt qu'elle ne dort jamais sur le dos, car ainsi le diable s'assoit sur sa poitrine. Une autre recommandait de mettre une gousse d'ail sous l'oreiller. Et il y a même des gens qui saupoudrent du sel autour du lit. Tout cela pour éloigner le mal des rêves. Il est intéressant de noter que les rêves ne sont pas perçus comme des absurdités. Ce sont des messages, des présages. Des avertissements venus du ciel ou des pièges de l'enfer. Rêver de dents qui tombent. La mort est proche. Rêver d'eau sale. Maladie. Rêver d'un bébé. Quelqu'un va vous trahir. Personne ne se réveille léger après un rêve étrange. L'interprétation est prise au sérieux, et vous pourriez être amené à l'expliquer publiquement si quelqu'un la juge pertinente. Vous essayez d'ignorer les bruits et de vous concentrer sur votre respiration. Mais un autre défi survient, le froid. Les nuits sont glaciales. L'humidité monte des pieds au sol et s'infiltre jusque dans vos os. Les couvertures sont fines, les tissus lourds et humides, et les fenêtres, bien que petites, laissent passer suffisamment de vent pour faire onduler votre moustache, si vous en avez une. Et pourtant, on s'endort. Par moment. Car ici, le sommeil est divisé. La première partie dure jusqu'à minuit. Après cela, beaucoup se réveillent. Pour prier, veiller ou subvenir à leurs besoins physiologiques avec le moins de dignité possible, lire, le sceau. Cette période entre les sommeils était courante, appelée premier et deuxième sommeil. Ce n'est qu'ensuite que vient la deuxième phase, jusqu'au lever du soleil. Les historiens débattent encore pour savoir si cette division du sommeil était naturelle ou conditionnée par le mode de vie et l'absence d'éclairage artificiel. Mais de nombreux témoignages de l'époque mentionnent cette pause nocturne comme faisant partie intégrante de la routine. Les gens se réveillaient, parlaient, réfléchissaient, priaient. Parfois, ils rendaient même visite à leurs voisins. Une sieste nocturne conviviale. Vous vous réveillez au milieu de la nuit avec des douleurs aux genoux. Vous vous tournez sur le côté, essayant de trouver une position où la paille n'appuie pas sur vos vertèbres importantes. Vous entendez le bruit du vent dehors, suivi d'un hennissement et d'une chute dans la cuisine. Rien de grave. Probablement un chat. Ou un cambrioleur. Mais qui va vérifier? Vous décidez que le risque n'en vaut pas la peine et refermez les yeux. À l'aube, le village commence à montrer des signes de vie. Quelqu'un rallume le feu. Une femme murmure une prière. Un bébé pleure. Et vous, le regard lourd et le corps fatigué, comprenez qu'une autre nuit s'est écoulée. Vous avez survécu. Vous avez dormi, à moitié penché, à moitié éveillé, mais vous avez dormi. Et même si ce n'était pas le sommeil de vos rêves, c'était le sommeil possible. Un sommeil qui, au milieu de la certitude, de la peur et de l'incertitude, reste précieux. Un sommeil qui soutient des générations. Qui emmagasine de l'énergie pour une autre journée difficile. Et qui, par-dessus tout, vous rappelle que même dans les moments difficiles, fermer les yeux quelques arrêts, en soi, un acte de résistance. Vous prenez une grande inspiration. La lumière du jour arrive faiblement, comme si vous étiez fatigué. Et vous vous préparez à une nouvelle journée où même rêver peut être dangereux. Maintenant, tout est silencieux. Le village dort à nouveau. Le château gît sous un voile de brume froide. Les torchers sont éteintes, les salles sont vides, le champ est couvert de rosée. Vous vous allongez enfin paisiblement, non pas sur une paillasse,
mais dans le souvenir de tout ce que vous avez vu, ressenti et survécu. Chaque mal de dos. Chaque frayeur nocturne. Chaque bouchée de paracis. Tout cela fond désormais, comme la brume disparaissant au lever du soleil. Le Moyen-Âge était peut-être brutal, mais il était aussi vivant. Plein de ses propres rythmes, de ses croyances intenses et de ses petits moments d'humanité au milieu du chaos. Le vent souffle doucement dehors, tel un murmure ancien qui a traversé les siècles. On l'entend, mais on ne répond pas. On respire plus profondément. Les rêves, s'ils surgissent, peuvent évoquer des images de tapisseries flottant au vent, de chants dorés au soleil, de voix anciennes chantant à la lueur des bougies. Mais maintenant, le voyage s'achève. Non pas avec la gloire, ni avec de grandes révélations. Mais avec cette douce fatigue, celle de quelqu'un qui a surmonté l'impossible. Et qui dort en paix. Fermez les yeux. Oubliez l'odeur du foin, le bruit des bottes dans le couloir, le poids des vêtements en laine. Maintenant, il n'y a que vous, votre respiration calme et la certitude que le monde moderne, malgré tous ses problèmes, a de bien meilleurs matelas. Bonne nuit. Fin du script. Faites de beaux rêves.